Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous partager les 6 pensées toxiques qui nous empêchent d'avancer. Parce qu'en réalité, derrière chaque pensée toxique, il y a un mécanisme de blessure. Et si vous êtes curieuse, curieux au sujet des 6 blessures, si vous voulez connaître les caractéristiques de chaque blessure, les émotions récurrentes liées à chaque blessure, les schémas répétitifs de chaque blessure, et surtout les clés de libération par blessure, vous pouvez regarder en bas dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien qui vous mènera directement vers la masterclass 100% gratuite qui parle des 6 blessures. Revenons maintenant à notre vidéo d'aujourd'hui et aux 6 croyances toxiques qui nous empêchent d'avancer. On va commencer par la première pensée toxique qui est de penser qu'il faut absolument que le but soit ultra précis avant de se mettre en chemin. Et cette pensée toxique peut aussi nourrir l'idée qu'il n'existe qu'un seul bon chemin, et donc on a besoin d'être sûr qu'on est sur le bon chemin pour pouvoir avancer. Et cette pensée toxique me fait penser aux personnes qui me contactent parce qu'elles désirent connaître avec précision leur mission d'âme. Oui, nous avons une mission d'âme. Oui, nous pouvons découvrir notre mission d'âme, voire même notre empreinte vibratoire unique, ça c'est sûr, mais ce n'est pas un ingrédient indispensable pour nous mettre en mouvement et commencer à cheminer. Vous n'avez pas besoin de connaître avec exactitude toutes les informations sur le chemin que vous allez emprunter. En revanche, ce que je vous recommande, c'est d'être parfaitement au clair avec votre grand but. Et ce grand but n'a pas besoin d'être matériel, concret. Il a besoin, en revanche, d'être très clair sur le plan de l'expérience humaine qu'on a envie de vivre. Quelle est l'expérience de vie que je désire manifester? Est-ce que je désire plus de liberté? Est-ce que je désire plus d'amour? Est-ce que je désire plus de sentiments de sécurité, de sérénité, de paix intérieure? Est-ce que je désire plus d'intensité dans ma vie, plus de légèreté, plus d'expériences fortes? Ou au contraire, est-ce que je préfère des expériences plus au ralenti? C'est moi qui décide quelle expérience de vie je désire manifester et en fonction de ça, je vais commencer à avancer. Les informations viendront avec le mouvement, avec les actions. Je n'ai pas besoin de savoir exactement avec certitude tout ce qui va se passer. J'ai besoin de commencer à avancer et les informations que je vais observer, que je vais obtenir, vont alors clarifier le chemin. Cette pensée est ancrée dans une blessure de rejet qui a besoin de certitude. Quand on a une blessure de rejet dominante, on a besoin de certitude, on a besoin de prévisibilité, on a besoin de connaître l'issue du chemin avant de s'engager sur le chemin. Or, il n'est pas possible de tout contrôler sur le chemin. Chaque décision implique une forme de risque. Chaque décision va avoir ses avantages et ses risques. Donc nous, ce qu'on a besoin de vérifier, c'est est-ce qu'on est prêt à courir le risque de faire ce premier pas en sachant qu'il n'y a jamais aucune garantie possible. Je prends un exemple. Si je veux me rendre à Rio, et ça risque de faire sourire les personnes d'Envol parce que Rio est toujours l'exemple que je prends. Donc si je veux me rendre à Rio, je vais commencer par rechercher les moyens d'y arriver. Mettons que Rio, ce soit l'expérience de vie que je désire manifester, mais comment je vais y arriver? Il va y avoir plusieurs manières d'y arriver. Il va y avoir l'avion, le bateau. Bon, peut-être pas à la nage, mais en tous les cas, vous voyez l'idée. Il peut y avoir plusieurs chemins. Il n'y a pas un chemin qui est bon et tous les autres qui sont mauvais. Tous les chemins peuvent potentiellement mener à Rio. La question à se poser, c'est quel est le chemin qui va convenir à la personne que je suis, qui va me convenir par rapport aux risques qui correspondent à cette option-là. C'est tout. Donc il va y avoir un chemin que je vais peut-être explorer, et en commençant à faire des pas, en commençant à faire des actions, je vais pouvoir collecter des informations qui vont me permettre de savoir si ce chemin me convient ou pas. Donc ce n'est pas gâcher du temps ou gâcher de l'énergie ou gâcher de l'argent, c'est juste prendre le temps d'explorer une piste pour avoir plus d'informations. Le but, c'est d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir prendre une décision la plus alignée possible. En fait, lorsqu'on se retrouve dans un endroit d'indécision, lorsqu'on ne sait pas trop quoi faire comme prochaine action, quand on a le sentiment de tourner en rond autour d'un rond-point mental avec toujours les mêmes histoires qui tournent en boucle,
Là, c'est peut-être le signe qu'on a besoin de plus d'informations pour clarifier la situation et savoir quelle décision est la meilleure pour nous. Donc, collecter des informations, c'est une stratégie gagnante à ce niveau-là. Vous avez besoin peut-être d'explorer une piste, puis d'explorer une autre, puis une troisième, et de collecter suffisamment d'informations pour y aller. Mais j'insiste sur le suffisamment. Suffisamment d'informations pour y aller. Si on attend d'avoir toutes les informations pour avoir zéro risque et 100% de garantie, là, ça va être compliqué parce que ça risque de demander énormément de temps et on risque de ne jamais avancer. Donc, on a besoin d'avoir suffisamment d'informations pour connaître les risques de chaque option. Ça suffit. On n'a pas besoin de connaître la piste qui est à 100% sûre, mais on a besoin de connaître la piste avec laquelle on est confortable de prendre les risques qu'elle implique. Donc on a besoin de connaître les risques, on a besoin de s'informer au sujet des risques, mais pas de chercher une garantie de résultat, parce que ça n'existe pas. Donc la clarté vient avec les informations et les informations sont collectées grâce aux actions. Donc se mettre en mouvement sur le chemin, ça permet de clarifier les choses et ça permet de connaître les risques et de s'engager d'une manière plus sereine et confiante. Il n'existe pas un seul chemin pour arriver à notre but le plus grand, il en existe une multitude. À nous de tester et de voir quel est le chemin qui nous convient le mieux. Et la deuxième pensée toxique qui nous empêche d'avancer, c'est de penser que quand c'est le bon chemin, tout doit être facile. Non, le bon chemin ou les bons chemins ne sont pas forcément faciles. En tous les cas, ils peuvent être fluides. Fluide, ça signifie être comme des évidences, peut-être qu'on est guidé par des signes, par des synchronicités qui font qu'on s'engage sur un chemin, mais avec vraiment une grande confiance que c'est le chemin qui nous est destiné. En revanche, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Parfois, sur le chemin, il y a des phases qui sont beaucoup plus inconfortables que d'autres, qui sont beaucoup plus challengeantes que d'autres. C'est comme une traversée du désert. Ça me fait penser au livre de Seth Godin, Le Deep, où il explique qu'il y a une phase de doute quand on est en chemin vers nos buts les plus grands. Il y a une phase de doute qui nous fait hésiter. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on y va quand même? Ça, c'est vraiment le grand défi de cette traversée du désert qu'il appelle le Deep. Et on a besoin de comprendre, en fait, que ce n'est pas parce que c'est notre chemin que c'est tous les jours facile. Ce mécanisme de croire que tout doit être facile est ancré dans une blessure de défiance que Lise Bourbeau appelle la blessure de trahison et qui a cette fâcheuse tendance à vouloir toujours que les autres nous permettent de nous servir pour réaliser nos buts, pour réaliser les désirs de notre cœur. Or, on a besoin de prendre la responsabilité de nos grands buts, de nos désirs, de nos ambitions, tout ça nous appartient et de décider si oui ou non nous allons nous engager. Parce que si on s'engage, ce n'est pas pour abandonner en cours de route. Alors, petite précision quand même, on peut abandonner une stratégie, on peut abandonner un moyen, mais on n'abandonne pas le grand but. Quand je dis on ne lâche pas, c'est qu'on ne lâche pas notre grand but, notre but d'expérience de vie. Celle-là, si vraiment c'est quelque chose qui vient du plus profond de nous, on n'abandonne pas, on ne lâche pas. En revanche, on peut se dire, OK, je constate que ce chemin, ça bloque un peu, donc est-ce qu'il n'y aurait pas un autre chemin plus fluide et d'essayer comme ça de voir quel est le chemin qui va vraiment nous mener à destination. On ne remet pas en question le grand but, mais on peut remettre en question certains chemins, certaines décisions, certaines actions. S'entêter reviendrait à ne pas lâcher une même décision ou une même action. S'entêter, ce serait par exemple de dire, si je veux aller à Rio, je dois y aller par avion. Mais si je vais à l'aéroport et qu'il y a une grève de 20 ans, qu'est-ce que je fais? Si j'insiste, si je vais quand même à l'aéroport alors qu'il y a une grève de 20 ans, si j'essaie de discuter avec des personnes et j'exprime ma colère, j'exprime ma déception et je dis combien c'est pas normal, etc., je vais mettre énormément d'énergie et je vais perdre beaucoup de temps alors que clairement, c'est une impasse. L'idée, c'est de lâcher prise sur les actions qui démontrent avec cette collecte d'informations que c'est pas ça le chemin que je dois prendre. Donc, au lieu d'aller perdre mon énergie et mon temps à l'aéroport, je vais dire, OK, il y a une grève de 20 ans,
qu'est-ce que je décide de faire? J'ai deux choix. Soit je cherche une autre alternative, soit je vais attendre 20 ans. C'est la seule décision qui est en mon pouvoir. Si je persiste et j'insiste à aller par avion, ce sera juste de la perte de temps et de la perte d'énergie. Tout ce qui est en mon pouvoir, c'est de prendre les décisions avec les informations que je détiens. S'il me manque des informations pour prendre des décisions judicieuses, je vais aller en chercher, je vais aller en collecter. Et de lâcher prise sur les plans s'ils deviennent des impasses. Je n'abandonne pas le plan de Rio, mais j'abandonne le plan d'y aller par avion. Et dans son livre Le Deep, Seth Godin écrit: Le deep est la différence entre facile et digne d'intérêt. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Digne d'intérêt, c'est si ça soutient ou pas mon grand but. Si ça soutient mon grand but, c'est forcément digne d'intérêt. Ça vaut la peine d'investir son énergie, d'investir son temps là-dessus. L'idée est vraiment de trouver le chemin qui vaut la peine pour nous. Le chemin qui n'est pas une impasse, qui est une option viable, et le chemin qu'on estime valoir la peine d'essayer. Et une dernière précision, on a besoin vraiment de faire attention à ne pas comparer là où on en est sur notre chemin avec là où en est le voisin sur son chemin. On ne peut pas comparer les chemins, tout comme on ne peut pas comparer notre chapitre 3 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. On va vraiment juste comparer là où on était et là où on est aujourd'hui et là où on désire se trouver demain. C'est notre chemin qui vaut la peine d'être observé et aucun autre. Et la troisième pensée toxique qui nous empêche d'avancer, c'est de penser qu'il faut tout régler avant de commencer à avancer. Non, il ne faut pas tout régler avant de commencer à avancer, il faut juste régler ce qui nous empêche d'avancer. Par exemple, si on a envie d'écrire un livre, on n'a pas besoin de ranger tout le bureau, toute la pièce bureau, on n'a pas besoin de réorganiser toute la bibliothèque, on a juste besoin de libérer suffisamment d'espace sur une table pour pouvoir commencer à écrire. C'est ça, se libérer suffisamment pour commencer à avancer. Et ce mécanisme-là est ancré dans le besoin de perfection de la blessure de désillusion que Lise Bourbeau appelle aussi la blessure d'injustice. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour qu'on puisse commencer à cheminer. Et je donne souvent cette métaphore pour expliquer comment avancer. En fait, pour moi, chaque blessure a un mécanisme de protection. Et encore une fois, le problème n'est pas la blessure, le problème, c'est le mécanisme de protection de la blessure. Et donc, on a besoin de se défaire de ces mécanismes qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Et pour moi, chaque mécanisme est comme un élastique qui est là, attaché derrière nous et qui nous empêche d'avancer si l'élastique est tendu. Forcément, les élastiques qui ont du mou ne vont pas nous empêcher d'avancer. Imaginez, on a un élastique qui représente un mécanisme de blessure, et puis un autre, une loyauté toxique invisible, et puis un autre, un héritage transgénérationnel, et puis un autre, une mémoire de choc de quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Et chacun de ces éléments est comme un élastique qui est attaché à notre dos. Donc quand on se met en mouvement, il va y avoir l'élastique le plus court qui va commencer à tirer. Les autres ne vont pas tirer s'ils sont plus longs. Vous voyez l'idée? Donc l'élastique le plus court, c'est exactement ça qui nous empêche d'avancer. Donc on a besoin d'aller voir ce que c'est. Et c'est pour ça que l'idée est de se mettre en mouvement, de se mettre en chemin, de commencer à avancer jusqu'à ce que le premier élastique tire. Le premier élastique qui tire, c'est notre obstacle qu'on a besoin de dégommer. Cet élastique qui tire, c'est le premier mécanisme qui est bloquant ou freinant, plutôt, si vous voulez. Donc on a besoin d'aller dégommer l'élastique qui tire en premier. On n'a pas besoin de s'occuper des autres élastiques, ils ne nous empêchent pas d'avancer. Donc on n'a pas besoin de tout régler pour commencer à avancer, mais l'idée c'est plutôt de se mettre en mouvement et de s'occuper de ce qui tire en premier. C'est tout. Et d'ailleurs, ce sont des citations qu'on entend souvent dans le développement personnel. On entend souvent fait, c'est mieux que parfait. On entend souvent imparfait, c'est un pas fait, tandis que parfait, c'est pas fait. Donc il y a plein de citations comme ça qui viennent démontrer combien ce besoin de perfection peut être un blocage, et un blocage interne, parce que c'est notre besoin de perfection, ou plutôt le besoin de perfection de la blessure de désillusion.
Et la quatrième pensée toxique qui nous empêche d'avancer, c'est de penser qu'il faut se laisser guider par le plaisir pour atteindre son grand but. Or, il faut faire très attention avec cette idée d'être guidé par le plaisir, parce que parfois, rarement, c'est le cœur qui parle et la joie du cœur qui s'exprime, mais souvent, c'est plutôt le mécanisme de protection de la blessure d'humiliation qui est allergique aux contraintes et qui donc ne veut être drivé que par le plaisir. La blessure d'humiliation a un grand besoin de liberté, mais ce n'est pas une liberté qui vibre vraiment liberté, c'est plutôt une liberté qui vibre pas de contraintes. Et quand on a ce besoin de liberté de la blessure d'humiliation, on va tout faire pour éviter les contraintes. Et c'est pour ça qu'on est toujours à la recherche du plaisir dans ce qu'on réalise. Et c'est souvent une phrase qu'on va entendre dire pour les personnes qui ont une blessure d'humiliation dominante, j'ai envie, j'ai pas envie. Ce j'ai envie, j'ai pas envie, c'est vraiment ancré dans cette allergie aux contraintes. Or, comme on dit souvent dans le monde du développement personnel, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Et du coup, comment on peut faire ça quand on a une blessure d'humiliation dominante? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire des choix difficiles quand on est allergique aux contraintes? Faire des choix difficiles, ça nécessite et ça implique de la discipline. Et donc, si on est allergique aux contraintes, on va détester littéralement la discipline. Sauf si cette discipline-là est libre. Parce que la blessure d'humiliation n'a pas de problème avec l'œuvre, avec le travail, avec l'énergie investie. Non, ces personnes qui ont une blessure d'humiliation dominante sont souvent d'ailleurs de grands, grands, grands travailleurs, de grands bosseurs. C'est la contrainte qui pique ici. Donc on a besoin de libérer le travail de la contrainte. La discipline libre, c'est de créer un cadre, de créer des options, de créer plusieurs choix, mais la personne va choisir au gré de ses envies quelle est l'option dans la liste qu'elle va choisir. L'idée étant bien sûr de choisir une option dans la liste. Je donne un exemple. Pour la routine du matin, on peut faire quatre routines. Une routine qui va durer 2 minutes, une routine qui va durer 15 minutes, une routine qui va durer 30 minutes, une routine qui va durer 1 heure. Et la personne va choisir quelle routine elle va appliquer au choix parmi ces quatre-là, en fonction de son humeur, en fonction de son état énergétique, en fonction de ses préférences, en fonction aussi du temps qu'elle a envie d'accorder à sa routine ce matin-là, mais elle va en choisir une parmi les quatre. Et de cette manière-là, la discipline va demeurer, c'est-à-dire que chaque jour, il y aura la routine matinale, chaque jour. Même si c'est 2 minutes une fois, 15 une fois, 1 heure une fois, ou pendant toute une semaine que 2 minutes, la discipline sera toujours là. On sera toujours en train de faire ça tous les jours, mais d'une manière plus libre. C'est ça en fait, ce que j'appelle la discipline libre. Donc si vous êtes toujours drivé par le plaisir parce que vous pensez avoir une blessure d'humiliation dominante, ce que je vous propose de faire déjà, c'est de vérifier si c'est ancré dans un désir du cœur, dans une joie du cœur, ou si c'est un appel de plaisir de la blessure d'humiliation, et ensuite de mettre en place une discipline libre pour garder une certaine forme de régularité qui vous fera avancer, même par petits pas. L'essentiel, c'est d'avancer. Et la cinquième pensée toxique qui nous empêche d'avancer, c'est la pensée que ça finira par s'arranger tout seul, que peut-être que quelqu'un va prendre soin de notre désir, ou peut-être qu'un miracle finira par se produire. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je crois aux miracles, sauf que je ne compte pas sur les miracles pour avancer. Disons que je les laisse plutôt me surprendre. Si notre grand but dépend d'autrui, c'est l'autre qui va détenir notre pouvoir personnel. Et cette idée que c'est l'autre qui détient notre pouvoir personnel est vraiment ancrée dans une blessure d'abandon. On a tellement besoin d'insouciance qu'on aimerait que ce soit les autres qui fassent les choses fastidieuses à notre place. Or, la clé de libération de cette blessure d'abandon, c'est de reprendre son pouvoir personnel, c'est de reprendre la responsabilité de ses buts, c'est de reprendre les rênes de sa vie, c'est de développer son autonomie pour pouvoir manifester par soi, pour soi. Et ici, l'idée que j'aimerais vous proposer, si cette blessure résonne en vous, c'est de prendre conscience que l'univers est toujours là pour nous soutenir.
toujours. Malheureusement, si on ne fait rien, notre action va être zéro et l'univers a beau multiplier par zéro, ça fera toujours zéro. On a besoin donc de faire un premier pas. Quand on fait le tiers du chemin, l'univers nous mènera à destination. Si vous observez que le mécanisme de protection de la blessure d'abandon s'est activé, si vous observez que vous êtes en train de chercher à compter sur les autres en permanence pour ne pas faire ce que vous avez à faire, si vous avez l'impression que vous êtes en train d'attendre que ça se résolve par soi-même, à ce moment-là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de réfléchir aux pas que vous allez pouvoir faire, même aux tout petits premiers pas que vous allez pouvoir faire pour vous rapprocher de la résolution. Vous avez besoin de faire un pas pour que l'univers comprenne que vous êtes prête, prêt à faire ce pas-là et qu'il vous aide. Donc faites un tiers du chemin et l'univers vous mènera à destination. Et la sixième pensée toxique qui nous empêche d'avancer, c'est de penser que le plus important, c'est d'être utile pour les autres. Quand on a une blessure d'invisibilité dominante, on a ce mécanisme de protection de la blessure d'invisibilité qui nous pousse à être utile. Parce qu'en fait, la blessure d'invisibilité, elle a un grand besoin qu'on lui donne une belle place. Elle ne peut pas prendre sa place. En revanche, elle aimerait beaucoup qu'on lui donne une place. Et pour pouvoir obtenir la plus belle des places, il faut qu'elle soit indispensable. Donc, elle va pousser la personne qui a une blessure d'invisibilité dominante à se mettre au service des autres, à être utile pour tous, dans toutes les situations, de toujours penser au bien-être des autres avant de penser à son propre bien-être. C'est ça le mécanisme de la blessure d'invisibilité. Or, pour manifester, on a besoin de beaucoup d'énergie. En vérité, plus on investit de l'énergie dans ce qui est important pour nous, et plus on va pouvoir manifester ce qui compte vraiment pour nous. Donc, il y a vraiment un lien direct, une corrélation directe entre l'énergie investie et les résultats manifestés. Mais si on investit toute l'énergie pour faire plaisir aux autres, pour être utile aux autres, pour se dévouer corps et âme aux autres, on va plus avoir suffisamment d'énergie pour manifester nos rêves. Et donc le problème, c'est qu'en disant oui aux autres, on est en train de se dire non à soi. Dans son dernier livre, Rory Vaden a écrit: Tu es en permanence en train de dire non à quelque chose. Veille à ce que ça ne soit pas un non, à ce qui compte vraiment. Tous ces mécanismes de protection de blessures, les caractéristiques par blessure, les émotions dominantes et les schémas répétitifs récurrents pour chaque blessure, vous pouvez les trouver dans la masterclass. Le lien est dans la barre de description de la vidéo. Et si vous n'avez pas envie d'aller chercher, vous pouvez écrire masterclass en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre en vous donnant le lien vers la masterclass sur les 6 blessures. Et si cette blessure de l'invisibilité a résonné en vous, si vous avez envie d'en savoir plus sur comment investir votre énergie dans ce qui compte vraiment pour vous, je vous invite à regarder cette vidéo qui explique comment investir en soi. Je vous y livre mes 3 meilleurs conseils pour manifester ce que vous désirez et compte vraiment pour vous. Je vous remercie les amis d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.